Oh! 1er avril, le retour du BS Podcast. Le moment où notre podcast déjanté le devient encore plus. What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Je l'ai dit dans l'intro, c'est le 1er avril. Donc c'est le moment de l'année où on perd le contrôle sur le podcast et tant qu'à parler de perte de contrôle, aussi bien jaser tout de suite du Canadien. En 5 minutes, évidemment. Ici, au Match Nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match Nul, la Mais balado. ils vont aussi faire les séries. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Bon, les Canadiens ne feront pas les séries. Hein? Breaking news, je le sais. Mais ça nous permet de fêter le 30e anniversaire de leur dernière Coupe Stanley et, du coup, la dernière d'une équipe canadienne. Ça fait un méchant bail, pareil, hein? Et pour illustrer mon propos, quoi de mieux que de vous faire un « ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que... » Concept très simple. J'énumère tout plein de trucs pour montrer à quel point c'est vieux il y a 30 ans. On commence! Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que le premier Mario Kart n'était pas sorti, ni le premier Madden. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que Nelson Mandela n'avait pas encore gagné le prix Nobel de la paix et Céline Dion et René Angélil n'étaient pas encore mariés. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné qu'il y avait encore 2 équipes de la LNH au Québec et que le tunnel sous la Manche reliant la France et l'Angleterre n'était pas encore terminé. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que Tupac était encore vivant et qu'il y avait seulement 3 épisodes de Star Wars. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que seulement 34% des joueurs de la LNH actuellement étaient nés lors de la victoire du Canadien. Hey, c'est laid en tabarnak, ce costume-là, Pierre. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que Qatar Airways n'avait pas encore été fondé et que le téléspectateur moyen n'avait aucune idée des émissions telles que les Power Rangers, La Petite Vie ou les X-Files. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que le hit All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey n'était pas encore de ce monde pour nous énerver, Garou était un inconnu et Gabriel et Trois Maisons avait seulement 10 ans. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que Red Bull n'était pas vendu aux États-Unis, Ariana Grande, Justin Bieber et Miley Cyrus n'étaient même pas encore nés. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que la Major League Soccer n'existait tout simplement pas et que Michael Jackson n'était pas encore vu comme un weirdo avec les enfants. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont gagné qu'il y avait de la pizza sur le menu du McDonald's et les Beach Boys sortaient leur album Good Vibration, 30e anniversaire. Donc ça serait le 60e anniversaire cette année. Qu'est-ce que c'est ça? Round, round, pizza's round, my pizza's round, yeah, pizza's round, 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 my pizza's round. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que RuPaul n'était pas encore connu internationalement, la PlayStation n'existait pas, ni la Xbox, ni la Nintendo 64. Good luck, and don't fuck it up. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que Kurt Cobain était encore vivant et personne ne connaissait encore mon ami Willy. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont pas gagné que le premier UFC, soit le UFC 1, n'avait pas encore eu lieu et la poule aux œufs d'or, 2e édition, n'était toujours pas à l'antenne. Je viens d'apprendre que le gros lot n'est pas encore sorti, le gros lot de 5 000 $. Mais est-ce que vous êtes certain qu'il est dans un des œufs? Ben oui, voyons, Henri. Bon, je suis sûr qu'il y a juste un éditeur qui a catché ça, c'est-à-dire lui qui regardait la télé dans les années 90. Donc, ça fait tellement longtemps qu'ils ont gagné la Coupe Stanley que les groupes de musique Backstreet Boys, Daft Punk et La Chicane étaient à quelques mois d'être formés et qu'il n'y avait pas d'Internet Explorer ni de Google.
ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont gagné que Harry Potter et Pokémon sont des noms inconnus mondialement et que ça fait juste 6 ans que les Miss Vickies existaient. Fait que somme toute, qu'est-ce que ça veut dire, hein, toutes ces stats-là? Ben, ça veut... Ben, c'est pas des stats, ça, c'est des faits, plutôt. Mais en gros, ça veut juste dire que le Canadien, ça fait longtemps qu'ils l'ont gagné, hein? Avant l'Internet et tout. Donc, c'est juste pour vous rappeler à quel point que le monde change rapidement et que, voilà, nous sommes encore sans victoire de Coupe Stanley du Canadien ou d'une équipe canadienne. Mais pour un moment donné, on va en avoir une, je suppose, hein, parce que maintenant, la loi de la moyenne fait qu'on devrait en gagner une d'ici sous peu. Vous en voulez encore? Du hockey comme dans le temps. Match nul vous écoute. C'est pas niaiser, non? Le Canadien en 5 minutes s'en va en prolongation. Attachez vos tucs, cette fois, c'est pas des farces. Ben oui, on ramène la prolongation aux Canadiens en 5 minutes. On se le rappelle, c'est l'épisode 100 bientôt, donc il faut ramener les trucs obscurs de match nul. Donc, pourquoi la prolongation ici? Car on va se pencher sur un des grands mystères canadiens depuis les 30 dernières années. Hein? Pourquoi il n'y a aucune équipe canadienne qui a remporté la Coupe Stanley depuis 1993? Je vous laisse un petit peu la musique pour se mettre dans le mood. Après ça, on va partir la chronique. Vous allez voir, ça va rentrer au poste. On pourrait facilement dévier dans le complot et dire que c'est l'arrivée de Gary Bettman avec son plan d'expansion aux États-Unis qui pourrait être derrière cette grande disette. Mais lorsqu'on regarde les faits, c'est-à-dire les trucs que les conspirationnistes oublient de checker, Bettman est arrivé dans la LNH avec 24 équipes, plus 2 qui s'en venaient en expansion, la Floride et Anaheim. Son plan était de développer le sud des États-Unis. Le sud, dis-je bien, hein, et non faire une faute comme je viens de le faire. Au final, il y aurait eu comme ajout, sous son aire, 6 équipes de plus. Nashville, Atlanta, Minnesota, Columbus, Las Vegas et Seattle. Du lot, seuls Atlanta et Las Vegas sont considérés comme étant dans la Sun Belt, la ceinture du soleil, soit une ligne qu'on imagine qui correspond aux États où il fait chaud et bon d'être conservateur avec un pick-up qui prend le plus de place possible dans un stationnement. On sait toutefois que les Trashers n'ont pas fait long feu, ils ont atterri dans la magnifique ville plate de Winnipeg. Il y a eu des déménagements qu'on sait tous, hein, soit les North Stars du Minnesota vers Dallas, décidés avant que Bettman entre en fonction, Québec au Colorado, Winnipeg à Phoenix et Hartford en Caroline. Oui, 2 équipes canadiennes ont déménagé vers le sud, mais ces 2 équipes ont quelque chose en commun. Elles étaient 2 des 4 transfuges de l'ex-ligue rivale de la LNH, la World Hockey Association. Fait que mettons qu'on s'en foutait un peu de ces organisations-là. Voilà pourquoi on s'est pas gêné de les changer d'endroit quand ils ont commencé à aller mal. Des 4, il reste seulement les Oilers d'Edmonton, qui sont probablement restés vu qu'ils ont déjà gagné une Coupe Stanley. Bon, on a beau dire des faits, mais est-ce qu'ils sont vrais? Au final, les équipes canadiennes n'ont aucune victoire en 28 finales de la Coupe Stanley depuis celle des Canadiens. 6 finales sur 28. C'est pas si pire, non? Et si on comparait avec les équipes de la fameuse ceinture du soleil, ont-ils une meilleure fiche? S'il y a un biais dans la LNH, on devrait le savoir avec les chiffres, non? Les équipes du Sud, San Jose, Los Angeles, Anaheim, Vegas, Arizona, Dallas, Tampa Bay et Floride, ont gagné 8 coupes et ont participé à 15 finales sur 28. C'est meilleur, hein? Il y a un complot finalement! Bon, OK. Avant de s'emporter, hein, on devrait aller voir les autres équipes. Hein. C'est question de ne pas sauter sur une conclusion hâtive avec la première preuve qu'on trouve qui fait notre affaire. Donc, les équipes de l'Atlantique, soit Boston, Caroline, New Jersey, les 2 New York, Philadelphie, Pittsburgh et Washington, ont gagné 10 coupes et ont participé à 19 finales sur 28. C'est mieux que les équipes du Sud, ça. Il nous manque juste les équipes qui restent. Ouais, j'ai pas de nom fancy pour eux vu qu'elles sont étalées dans les Grands Lacs jusqu'au Pacifique. Donc, le reste, avec Buffalo, Colorado, Columbus, Chicago, Détroit, Minnesota, Nashville, Saint-Louis et Seattle, même si elle a juste une saison qui compte, ont une fiche de 11 coupes et 15 finales sur 28. Mettons que c'est eux les plus efficaces, hein, quand même, hein, 11 coupes en 15 finales. Hein. Pour résumer, le Sud a 8 coupes, l'Atlantique en a 10, le reste en a 11 et le Canada, 0. Alors, conspiration ou non?
On se prononce pas encore, mais restons dans les chiffres. L'excuse qu'on entend toujours, c'est celle du dollar canadien par rapport au dollar américain. Ça coûte cher et blablabla. Mais au final, c'est quoi l'impact du taux de change? On va tenter de répondre à cette question digne d'une chronique économique de radio qui parle beaucoup trop entre deux pauses commerciales. Je vais essayer d'expliquer ça le mieux que je peux pour vous montrer que c'est une raison de marde. First, on paye les joueurs en argent américain. Oui, l'équipe engraine ses revenus en argent canadien, et avec la conversion, on en perd un peu, mais c'est justement pour ça que le partage des revenus, le cap salarial, existe. Et c'est comme ça que le Canada fait vivre la Floride, l'Arizona et la Caroline pendant aussi longtemps. C'est les équipes canadiennes, ceux qui ramassent le plus d'argent. Même que c'est souvent des Canadiens en vacances qui vont voir les matchs là-bas. Anyway, tu t'appelles, mettons, Davis Drewski. Tu joues pour les Canadiens de Montréal et tu as un salaire de 3 millions. Est-ce que tu payes tes taxes sur ton salaire à Montréal/Québec/le Canada? Bien, pour 41 matchs, oui. Mais si tu vas jouer au Minnesota, pour le match que tu joues, soit on va dire à peu près 1,92e de ton salaire, sera taxé selon les lois qui sont en vigueur au Minnesota. Donc, oui, une bonne partie du salaire est taxée au Canada, mais pas tout. Et même si notre cher Drew Whiskey est plus taxé au Canada, ben, il est payé en argent américain. Fait qu'il y a plus de cash ici si on reste avec la logique du taux de change. Je veux dire, il gagne plus d'argent. Anyway, fait que, puis c'est un millionnaire, fait que pauvre eux. T'sais. Et pour finir, c'est quand que le taux de change était près du 1 pour 1 au tournant des années 2010 que les équipes canadiennes étaient le moins performantes. Fait qu'elle n'est pas de sortir cet argument-là, là, ça marche pas. Donc, c'est pas vraiment le taux de chance qui explique pourquoi les équipes canadiennes n'ont pas gagné la Coupe depuis 1993. Oui, c'est sur ça la chronique, on reste focus, gang. Alors, c'est quoi la raison des insuccès? Est-ce que ça pourrait simplement être que les équipes canadiennes sont juste pas bonnes? Vérifions ça. Si on parle juste de probabilité, là. Mettons que la Coupe Stanley était donnée en mettant toutes les équipes dans un sac puis on pigeait une équipe au hasard. De même, hein, facile. Le site 538, un site spécialisé en sondage de politique américaine, a fait une recherche statistique pour ESPN en 2013 sur justement la question que je viens de poser. Leur conclusion, les chances qu'une équipe canadienne gagne la Coupe Stanley juste en tirant une équipe par an au hasard durant 19 saisons sont de 99,2%. Donc, les odds qu'il y en ait aucune qui la gagne sont de 0,8. Bon, j'ai essayé de faire le calcul avec les saisons jouées jusqu'à aujourd'hui, mais mes cours de fraction de 4e année ne me permettent pas de calculer plus loin que les portions de pizza que je veux manger. Mais je vous entends dans votre petit 3,5 bien trop fret en hiver avec votre suite de hockey pour ressembler à Doug Harvey. D'ailleurs, à quoi qu'il ressemble lui? Bref, vous vous dites, la game, le hockey, ça se joue sur la glace, pas avec des chiffres et des tirages un peu weird. Allons voir le résultat des classements de la LNH alors. Hein? On va savoir quelle équipe domine et si ça amène à une Coupe Stanley. Au cours des 28 dernières saisons, quand on se rappelle, on en a perdu une à cause du lockout, il est arrivé 18 fois qu'une équipe canadienne finisse dans le top 5 du classement de la LNH. C'est-tu bon ça ou non? Ben ça équivaut à 13%. Considérant que les 35 équipes différentes à avoir joué durant ces 28 saisons, oui, je compte les Nordiques, les Whalers et les Thrashers, les clubs canadiens représentent 23%, soit 8 équipes. Donc, 13%, c'est plus bas que 23%. That's it, c'est réglé. Nos équipes sous-performent, right? Pas vraiment, parce qu'en gros, si on se fie juste aux probabilités, croyez-moi, j'ai fait beaucoup trop d'insomnie pour régler ce problème mathématique. Il a même fallu que je réenregistre très tard la veille de la sortie de l'épisode car j'étais rendu compte que j'avais fait une énorme erreur de calcul. Donc, à chaque saison, il y aurait à peu près au moins 73,62% de chances qu'une équipe canadienne finisse dans le top 5. Je sais, c'est beaucoup et irréaliste de penser ça. Évidemment, ça ne prend pas en considération le niveau de performance de chaque équipe ou que tu es les Coyotes de l'Arizona et que ta stratégie c'est de tanker pendant 25 ans. C'est seulement mathématique et sur un point de vue égalitaire entre chaque équipe. On peut aussi aller avec la vision de Marc Bergevin. Hein? Une fois en série, tout peut arriver. Mais est-ce vraiment le cas? Sur les 456 places disponibles en série depuis la saison 1993-94, 94 d'entre elles étaient occupées par des équipes canadiennes, soit 21%. Ça veut dire grosso modo 3 équipes du Canada en série à chaque saison en moyenne. Et si on regarde les champions de la Coupe Stanley de 94 à 2022, on remarque quand même une tendance assez claire. 20 équipes championnes sur 28 ont terminé dans le top 5 de la LNH la saison de leur championnat, soit
71%. De plus, 16 de ces 28 champions avaient une attaque top 5 et 15 des 28 ont une défense top 5 de la Ligue. Oh bon, il y a trop de chiffres là, et de numéro 5 dans cette chronique, on commence à se perdre. Est-ce qu'on peut simplement résumer que quand tu as une équipe top 5, tu as des bonnes chances à la coupe? Je sais que vous allez me sortir le parcours des deux coupes Stanley des Kings de Los Angeles se sont classés 13e et 10e dans la Ligue pour chier mon argument, mais avant 2014, seulement 4 équipes hors du top 5 de la Ligue ont gagné la coupe. Pourquoi 4 de plus hors du top 5 l'ont gagné après 2014? Ben, c'est dû au nouveau format de la série où les équipes 2-3 de chaque division s'affrontent en première ronde. Donc forcément, une bonne équipe quitte, ce qui devient plus difficile alors pour les 2 meilleures équipes de chaque conférence de s'affronter en finale de conférence justement. Somme toute, la recette est la suivante. Un gardien top 8, une attaque top 7, une défense top 6 et finir dans le top 5 de la Ligue augmente grandement les chances de victoire pour le Saint Graal du hockey. Mais revenons à nos moutons canadiens. Maintenant qu'on sait que ça prend une bonne équipe, il faut savoir comment la construire. Voyons comment ceux qui ont gagné la Coupe Stanley ont fait. 22 des 28 gagnants ont eu au moins un choix au repêchage dans les 5 premières sélections 10 ans avant leur championnat. Je n'ai pas compté plus loin que 10 ans parce que là, maintenant, il faut mettre une limite. Hein? C'est sûr qu'il faut choisir le bon joueur et bien le développer, mais quand même. On a juste à regarder les équipes qui ont gagné plus d'une Coupe Stanley depuis 1994. Chicago, 3 coupes, 3 choix dans les 5 premiers rangs 10 ans avant leur coupe, 4 fois dans le top 5 des meilleures équipes de la Ligue. Colorado, 3 coupes, 6 choix dans les 5 premiers avant leurs 2 premières coupes et 3 choix avant celle de l'an passé, 8 fois dans le top 5 de la Ligue. Détroit, l'exception à la règle, 1 choix dans les 5 premiers avant 2 de leurs 4 coupes, 97 et 98, 14 fois dans le top 5 de la Ligue, soit la moitié du temps, c'est quand même pas pire. Mettons qu'ils ont dominé pas à peu près entre les années 90 et 2000. Los Angeles, 3 choix avant leurs 2 coupes, mais aucune fois dans le top 5. Comme je vous l'ai dit, ils viennent chez mon argument. New Jersey, 5 choix avec leurs 2 de leurs 3 coupes, 8 fois dans le top 5. Pittsburgh, 5 choix avant leur coupe de 2009, 11 fois dans le top 5. Et Tampa Bay, 3 choix dans les 5 premiers avant leur coupe de 2004 et 3 autres choix avant leurs 2 autres coupes pandémiques, 5 fois dans le top 5. Et si on regarde attentivement les 6 autres coupes restantes, j'ai dit tantôt à 22 sur 28, donc les 6 autres qui manquent, on en a une des Devils après la période de 10 ans, une de Pittsburgh et 2 de Détroit. Seule la Coupe des Rangers de 94 et celle des Blues de 2019 n'ont pas de choix dans les 5 premiers rangs de repêchage 10 ans avant leur coupe. On pourrait donc conclure qu'avoir l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, parce qu'on l'a repêché, aide à remporter des championnats. Oui et non, car si on regarde les gagnants du Trophée Hart, le MVP de la saison, il est arrivé à 2 reprises que le gagnant du Trophée Hart remporte aussi la Coupe Stanley. C'est pas beaucoup, hein? Pour la forme, Sakic en 2001 avec la Avalanche et Martin Saint-Louis en 2004 avec le Lightning. À noter que le Trophée Hart a été remporté à 7 reprises pour un joueur évoluant pour une équipe canadienne. Et là, on est sur une bonne séquence parce qu'on a 3 de suite. Yeah! Bon, pourquoi j'ai pris la peine de vous énumérer tout ça? Pour être capable de bien analyser la situation. Parce que dans le fond, les équipes canadiennes ont atteint 6 fois la finale, mais étaient-ils vraiment proches de la gagner? Techniquement, certains diront que les Flames seraient les véritables champions de la Coupe en 2004 avec un but qui n'a pas été vu, donc accordé, avec 6 minutes à faire au match 6 qui menait la série 3-2. Mais on le dit tantôt, on ne tombera pas dans la conspiration aussi facilement. Et si on regarde avec toutes les considérations que je viens de vous donner, les équipes canadiennes auraient pu ramener la coupe à la maison à 3 moments précis où tous les as s'alignaient et non, ce n'est pas les Canadiens avec leur finale digne d'une série de première ronde l'an passé dans les faits. Ouais, ben, en fait, il y a 2 ans, là, mais bon, vous me comprenez. Puis c'est pas juste du hate pour le beau parcours, inquiétez-vous pas. On se le rappelle, on a besoin d'une équipe qui a fini dans le top 5 de la Ligue souvent, qui est repêchée parmi les 5 premiers au moins à 3 reprises sur une période de 10 ans, et bien que l'équipe se soit rendue en finale, on s'entend. Donc, voici donc 3 équipes qui auraient dû gagner une coupe. Les Sénateurs d'Ottawa, les Canucks de Vancouver
et les Nordiques de Québec. Ouais, j'inclus les Nordiques là-dedans, là. C'est pas parce qu'ils sont partis puis j'ai de la rancœur, ben, un petit peu, mais c'est surtout qu'ils ont bâti le club dominant qu'allait devenir l'Avalanche du Colorado, remportant leur Coupe Stanley à leur première année suite au déménagement. Et on l'a abordé un peu tantôt, 6 choix dans les 5 premiers avant les Coupes de 96 et 2001, où ils ont fini top 5 de la Ligue 4 fois en 5 ans entre 95 et 99. Mais bon, ils sont partis, n'en parlons plus, ça ne compte pas. Tournons-nous vers les Sénateurs d'Ottawa alors. Une inclusion un peu surprenante pour certains, mais c'est la vérité, que voulez-vous? Quand les Sénateurs sont revenus dans la LNH pour la saison 92-93, ils étaient pourris. C'est dans le temps que les repêchages d'expansion te donnaient un club aussi performant qu'un unijambiste dans une course à obstacles. Ils ont eu 5 choix parmi les 5 premiers durant une période de 10 ans. De 99 à 2007, les Sénateurs ont terminé 4 fois dans le top 5 de la Ligue et dont 3 fois la meilleure attaque de la Ligue avec un trophée des présidents en plus. Leur grosse période de domination était de 2002 à 2007. Un carré d'as en 2003 et une finale en 2007. Est-ce que les Sénateurs auraient pu gagner la Coupe Stanley s'il n'y avait pas eu de lockout? Il y a de bonnes chances, mais c'est pas arrivé, ça ne compte pas. Les Canucks de Vancouver maintenant. Ils ont été une force dans la Ligue de 2009 à 2013 grâce à 2 trophées présidents back-to-back, 3 fois dans le top 5 de la Ligue. Niveau repêchage, la règle s'applique moins car leurs 3 choix dans les 5 premiers rangs dataient un petit peu. Leur dernier étant en 99 avec les 2 Sedin. Donc, la règle de 10 ans ne fonctionne pas ici. Et si on se fie juste aux odds des séries, tu sais, quand on arrive en série puis on fait des odds et dire OK, il y a plus de chances de gagner, Vancouver, Ottawa et Québec ont excédé le 10% et donc le plus de chances de gagner la Coupe Stanley étant même les favoris pour la gagner à quelques reprises dans ces moments-là. Mais ça, c'est dans notre tête, donc ça ne compte pas. Et si on regarde vers le futur, les Maple Leafs de Toronto, oui, je sais, c'est un peu cave à dire, mais oui, seraient les mieux placés pour en gagner une, ayant eu 3 choix dans les 5 premières sélections et commencent à terminer les saisons dans le top 5 de la Ligue. Oui, il y a Edmonton avec ses 6 choix dans les 5 premiers rangs, mais ils ont terminé dans le top 10 de la Ligue une fois depuis 1994. Donc, c'est pas pour tout de suite encore. Alors, somme toute, pourquoi les équipes canadiennes n'ont pas remporté la Coupe Stanley depuis 1993? La réponse simple est qu'on n'a pas été chanceux tout simplement. Oui, ça prend une bonne équipe pour faire les séries, mais on l'a dit tantôt, ou plutôt Bergevin a basé ses 2 plans quinquennaux sur ce principe un peu mince. En série, tout peut arriver, suffit d'y entrer. Le hockey est le sport le plus imprévisible, un mauvais bon, un mauvais jeu, un gardien qui arrête tout, un arbitre qui voit rien, tout peut arriver. Tant d'impondérables qu'il est difficile de prédire l'issue du match. N'empêche que ça prend une bonne équipe pour avoir de meilleures chances, car, dans le fond, il faut juste gagner le plus rapidement 16 matchs en 2 mois, c'est faisable. Tout ça pour dire que ma chronique servira à pas grand-chose puisque les Oilers d'Edmonton vont gagner la Coupe Stanley cette année. Sur cette affirmation douteuse et coquille, allons faire une petite pause et au retour, on ressort le concept de vieille émission de Canal D à les fins de nouvelles chroniques. De Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Il serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, en moins 1 minute. Vous pensez que vous en échapperiez, hein? Ben non. Expansion possible de la LNH à Atlanta et Houston. Écoutez, ça va être weird à dire, mais c'est une bonne idée, car l'équipe d'Atlanta va utilement chier dans l'œuf et devoir déménager rapidement au Canada, comme les 2 premières fois, donc à Québec. Lâchez pas, il nous reste 10 ans à attendre. Yes, sir! Comme vous le savez, la pandémie a affecté beaucoup de monde et le milieu des fabricants de bandes de hockey n'a pas été épargné. C'est pour cette raison qu'on lance notre campagne de sociofinancement pour nous aider à nous renforcer dans cette période trouble. Ici, chez Bandes pour toi et fils, on souhaite que nos bandes de renommée internationale restent autant dures et bien courbées. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre aide pour maintenir le cap bien droit vers nos objectifs. Dû à la crise de main-d'œuvre, aucun robot ne souhaite travailler pour nous. C'est pourquoi vous êtes essentiel à notre prospérité et nous sommes excités à l'idée d'un bon coup de main pour notre expansion constante. Bandes pour toi et fils, les plus solides dans le milieu.
Bonaqua! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Tu me donnes envie de boire de l'eau! L'eau en poudre, c'est ça qu'il faut! Pour notre deuxième chronique d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les mythes sportifs. Oui, on va faire comme la meilleure vieille émission, Mythbusters, ou les stupéfiants pour les gardeux à Z-Télé. On va démystifier les mythes... Attendez, excusez, je viens de recevoir un communiqué, là, ça sera pas long. Votre média a convoqué une conférence de presse de la couleur rouge pour une annonce importante. Bon, OK. Ben, ça a l'air que la couleur rouge a quelque chose de gros à nous dire, et en tant que média émergent à l'affût des grosses nouvelles, hein, on va se brancher à la conférence pour voir ce qu'il y en est, là, ça sera pas long. Bonjour à tous. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est que j'ai une annonce à faire. Ça fait longtemps que j'y pense, et écoutez, je ne tournerai pas autour du pot longtemps. Le temps est venu pour moi de tirer ma révérence. J'ai accompli tout ce qu'une couleur pourrait espérer, comme être la couleur préférée des 25-30 ans qui s'achètent une Honda Civic, par exemple. J'aimerais aussi remercier les couleurs orange et mauve, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis serein avec ma décision, puis je suis maintenant prêt à prendre vos questions. Joshua Baudouin de La Presse Moins. Si je comprends bien, vous cessez toutes vos activités. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Que vous verrez plus la couleur rouge partout, comme aux lumières de signalisation, le drapeau du Canada, ou encore les uniformes sportifs. Régent Boumet, Journal de Longueuil. Fait que là, s'il n'y a plus de rouge dans le sport, qu'est-ce qui va arriver au bleu blanc rouge? Ça va être le bleu blanc quoi? Écoutez, c'est le genre de question que vous devriez peut-être poser aux personnes en charge du Canadien. En ce qui me concerne, mon parcours professionnel, ça s'arrête ici. Louis, j'entends pas du 109.1 Radio Sportif pour les sourds. Je vais rebondir sur la question de mon collègue. Près de 50% des équipes de sport ont du rouge sur leur uniforme. Et que vont-ils faire sans vous? Ce que je peux vous dire, c'est que le mauve et le brun ont accepté de me remplacer dans les différentes équipes concernées, le temps que la science arrive à une nouvelle couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va devenir le bleu, blanc, brun? Oui, Monsieur Rouge, Madame Rouge. En fait, c'est Monsieur ou Madame Rouge. Je m'identifie pas vraiment à un genre en tant que tel, plus comme une couleur chromatique. Donc, si on veut vraiment m'identifier, je dirais 255. Jordan QC News, journaliste genre influenceur indépendant sur Instagram. Mais là, votre décision, ça va pas surtaxer les autres couleurs, hein? Leur avez-vous parlé avant de prendre votre décision? Je veux pas vraiment entrer dans les détails. T'sais, c'est sûr, je suis un peu tanné d'être associé à la violence. L'amour, c'est bien, Noël aussi. Mais dès qu'on a un truc là, violent ou fasciste, on m'utilise. À un moment donné, une couleur satane. En passant, faites juste attention pour vous blesser. Là, on n'a pas encore de solution pour remplacer là, la couleur du sang. On a parlé à jaune, mais ça n'intéresse pas. Donc, vous laissez le fardeau aux autres couleurs à la place? Je vais plutôt prendre une question là, du vieux monsieur là-bas dans le fond. OK, boy. Gérard Potvin, magazine Le Bel Âge. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes à la retraite? Je souhaite surtout me concentrer sur ce qui est important. Une cause qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire les lettres qui s'effacent sur les panneaux de signalisation. On n'en parle pas assez. C'est mon intention de partir une fondation là, pour pallier à cette injustice. Jules Étienne, rhubarbe Tétibert de la leçon. OK, j'essaie juste de comprendre, là. Fait que, il n'y aura plus de rouge dans le sport. Exact. Qu'est-ce qu'il va arriver aux Red Sox de Boston, alors? On va les appeler les Boston Sox. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les Reds de Cincinnati, eux! Ils ont juste à fermer l'équipe. Oh! Regarde, t'es même pas capable de me dire où c'est Cincinnati sur une carte. Puis, anyway, dans quel sport qu'ils jouent, eux autres, déjà? C'est quelqu'un qui le sait, ça? Ils sont pas capables de trouver un meilleur nom qu'un mot de 3 lettres. Ça en dit assez long sur le circuit de l'organisation, hein? Oui, Jean Siméon Delacrosse, du Le Parisien. Alors, je théorise un peu. Vous croyez que le retrait dans le sport de vous, la couleur rouge, du coup, affectera indubitablement la cohésion intrinsèque collective d'où proviennent les fidèles supporters de masse qui interjettent une adhésion indiscutable au dogme sportif. Et vous verrez où je veux en venir. Dans une société qui régit l'acceptabilité des nuances probables qu'une simple teinte peut amener, alors qu'historiquement,
le sport, le dépassement de soi, ainsi que l'immuabilité universelle. Bon, vous voyez, là, c'est exactement pour ça que je me retire. Mon psy dit que ça me rend trop anxieux. Moi, là, je me lève le matin. À chaque fois que je regarde dans le miroir, je vois rouge. Vous avez pas d'autres questions, là, qui n'ont pas de lien avec le sport? Joseph Pantalon, vétéran, auteur, compositeur, interprète émergent. Est-ce que votre retraite va affecter l'industrie de la musique? Mon nom va pas disparaître, là. Vous allez pouvoir l'utiliser dans les chansons. Vous pourrez juste pas m'utiliser pour vos éclairages puis des costumes weird. Mais là, le chandail du Canadien va ressembler à quoi? On va pas commencer à jouer en bleu. Si on est pourri avec ces gilets-là. Ben, ça donne bien que vous êtes en reconstruction. Vous allez avoir le temps d'apprendre à gagner en bleu. Bonaqua, yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau, yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut, Oui, donc, prise 2 pour notre deuxième chronique du balado, les mythes sportifs. Hein? On va se la jouer Mythbuster, où on va démystifier les grands mythes dans le monde du sport. Pour ce faire, nous allons... Partez une émission spéciale, lancez un live sur les réseaux sociaux, alertez les Premières Nations avec un signal fumé. J'ai des nouvelles informations qui vont changer notre perspective sur le monde. Ah, Charles Divert, hein? Mais quelle belle surprise! Je pensais qu'on avait fait le tour de vos complots, hein? Tu oublies la base encore une fois, jeune âme. Derrière chaque vérité se cache un mensonge et derrière chaque mensonge se décèle une vérité. Ah boy, vous devriez rester caché et continuer d'alimenter nos réseaux sociaux comme votre poste ici au Match Nul le dit. Responsable des réseaux sociaux, pas découvreur de fausses vérités, hein? Pas pour rien qu'on pose jamais, vous faites toujours autre chose. Vous ne pourrez pas garder la vérité cachée plus longtemps. Nous avons levé le voile sur le plus grand mystère cryptozoologique de Boston. Ok, non, mais là, on s'en fout un peu de Boston. Déjà que personne écoute, un jeu truqué sur Boston, ça nous aidera pas. Laissez-moi juste mettre la cassette du reportage, vous allez voir. On n'a même pas de lecteur cassette vieux. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeu truqué, le monstre vert de Boston, connu par la plupart des amateurs sportifs comme étant un très gros mur vert au Fenway Park, lieu où les Red Sox de Boston disputent leurs matchs. Mais qu'en est-il vraiment? Un simple mur peut-il être considéré comme un monstre ou un mystère se cache derrière cette appellation? Après un travail acharné de débrouillage d'archives, nous sommes à la porte d'une révélation cryptique des plus importantes des derniers siècles. Mais pour bien déceler la vérité, il nous faut d'abord la déceler. Abordons, pour commencer, par le début de l'histoire. En plein hiver de 1910, le propriétaire du club de baseball des Red Sox, John E. Taylor, décide qu'il est temps de construire un nouveau stade. On considère que leur stade du moment, le Huntington Avenue Grounds, bâti il y a 9 ans, est devenu désuet. Voilà pourquoi M. E. Taylor souhaite en avoir un nouveau, tout beau dans l'ouest de Boston. C'est ainsi que le Fenway Park fut bâti en 1912 avec un terrain très asymétrique. Le stade a comme particularité un mur vert de 37 pieds de haut pour empêcher ceux à l'extérieur du stade de voir les matchs et de rendre plus difficiles les coups de circuit. C'est ainsi que les partisans surnommèrent ce mur le mur, The Wall dans la langue de LeBron James. Aucune mention d'un monstre vert. D'où vient cette appellation alors? Un événement tragique pourrait nous donner un début de réponse à ce sujet. 1919, par une chaude journée de janvier, une grande citerne contenant 8 700 000 litres de mélasse au nord de Boston cède mystérieusement, provoquant une vague de mélasse de 4,5 mètres de haut qui s'étend dans la ville à une vitesse de 56 km/h. 150 personnes furent blessées et 21 furent diagnostiquées comme étant mortes.
Pourquoi vous parle-t-on de cet événement spécifique? Plusieurs témoins ont rapporté avoir entendu un rugissement puissant avant l'arrivée de la vague meurtrière de mélasse. Qu'est-ce que ce rugissement? Se pourrait-il que quelque chose se cache derrière ce cri? Est-ce que les rues de Boston pourraient être habitées par une créature? La Terre est peuplée de nombreuses créatures qui vont au-delà de notre compréhension. Voilà pourquoi plusieurs scientifiques s'efforcent d'étudier la cryptozoologie, l'étude des animaux cachés. Le célèbre cryptozoologue Bernard Lévu aurait une hypothèse sérieuse sur la possible identité d'une créature vivant à Boston. Il existe plusieurs sortes de bipèdes poilus et ils sont tous connus au travers le monde, tels que le Bigfoot, le Yeti et le Sasquatch. Mais pour répondre à votre question, il y aurait une créature qui aurait été vue dans la région de Boston à un moment quelconque dans le passé. Le Bahut-Magosh. Nous savons très peu de choses sur lui, outre le fait qu'il a déjà été aperçu par quelqu'un, ce qui est suffisant pour nous à croire son existence. Habituellement, ces bêtes habitent dans de vastes forêts montagneuses. Alors pourquoi y en aurait-il une au milieu d'une ville? En suivant cette thèse, il devrait forcément vivre dans les égouts de la ville, ce qui donnerait à sa fourrure un aspect un peu verdâtre. Sachant qu'une telle bête vivrait dans les rues de Boston, cela pourrait expliquer tous les mystérieux incendies du début du siècle dans la ville. C'est d'ailleurs peu de temps après l'incendie du Fenway Park, et donc suite à la reconstruction du stade, que le surnom du monstre vert apparaît dans le livre d'histoire. Certains prétendent que le grand mur vert aurait été surnommé de la sorte simplement parce qu'il était grand et vert, mais dur d'aller à l'encontre de l'hypothèse du Bahut-Magosh. De plus, l'équipe de hockey de Boston se prénommait les Bruins, soit les ours bruns. Or, les seuls ours bruns d'Amérique du Nord se retrouvent aux alentours de l'Alaska, un peu lointain comme inspiration. Se pourrait-il que le propriétaire ait confondu un ours brun avec le Bahut-Magosh de Boston? Mais une question demeure. Comment une telle bête a pu voir le jour dans une si grande ville? La réponse se cacherait sur les terrains de l'université Harvard. Au tournant du 19e siècle, un club secret de l'école de médecine d'Harvard voit le jour, le Spunker Club. Sa principale activité, dénicher des cadavres, enterrés ou non, pour faire des dissections et autopsies pour mieux comprendre le corps humain. Serait-ce possible que, lors d'une exhumation d'un tombeau, les membres du club aient libéré le Bahut-Magosh, expliquant du coup la fin de leurs activités en 1831? Plusieurs diront que c'est impossible qu'une créature puisse vivre aussi longtemps, mais nous attendons toujours des preuves béton sur l'espérance de vie d'une créature de type Bigfoot. Jusqu'à preuve du contraire, le Bahut-Magosh rôderait toujours dans les ruelles de Boston. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Diver qui vous dit au prochain mystère. Bonaqua, yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau, yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut. Bon, on va finir par réussir à la faire, notre deuxième chronique. Donc, comme je disais, la vie en général est remplie de mythes et le monde du sport n'en est pas épargné. Mais personne prend le temps de vérifier si ces 10 mythes sont véridiques ou non. Tu sais, les phrases toutes faites comme les athlètes sont surpayés, la défense gagne les championnats ou les matchs sont gagnés sur le terrain. Y a-t-il des faits derrière ces affirmations ou c'est juste des quiproquos d'hurluberlus? Voilà pourquoi on va se mettre à démystifier les mythes sportifs. Tu ici la réunion du confrérie des gérants d'estrade? Non, c'est dans le 3e sous-sol dans la grande salle. Ok, tank, bro! Ah bon, désolé, il y a du monde qui loue des locaux dans les studios de Match Nul pour faire des trucs. Tu sais, on a juste un épisode par mois, faut rentabiliser l'affaire. Donc, je disais qu'on va démystifier des mythes sportifs pour vous.
Bon, je peux pas vraiment vous laisser dans le mystère comme ça. Hein. Faut qu'on aille voir c'est quoi au juste cette confrérie de gérants d'estrade. Là. Attends, je vais juste prendre mon kit de micro. Là. OK, bon. OK. Ça fait un moment que je vous ai pas amené dans nos studios, là, quand même. Là. Bon, Max, il a laissé traîner ses cochonneries de soccer. OK. Hey, essayez juste d'imaginer hein, quand on va être rendu big, là, comment on va pouvoir utiliser tout cet espace-là pour faire de la merch. Hein. Ça va être parfait. Bon, on va passer par la chambre de Frossin. Chaleur de mon cœur, regarde mieux que celui d'un rat. C'est parce que tu m'écœures avec ton poil sous les bras. Ouais, occupez-vous pas de lui, il est un peu weird. Ah! Le 3e sous-sol. Allons donc voir c'est quoi cette confrérie de gérants d'estrade. Mes chers frères, voici le maître Setou. Bonjour à tous les chialeux, haters, irrités ou écœurés, donc les CHIA. Bienvenue à la 1467e réunion de la confrérie des gérants d'estrade. On va commencer par une mise à jour là, sur les insultes sur les réseaux sociaux. En voici 3 nouvelles. Il y a un sniffeux de Jackstrap woke, maudite face de Reverse Retro, et ton commentaire est aussi vide qu'un scoop de Renaud Lavoie. Ah, peux-tu répéter? J'ai pas bien noté. Voyons, Sylvain, c'est pas grave là s'il y a des fautes. Tu te souviens pas de notre code? Jimmy, dis-y. L'orthographie des mots n'a pas tant d'incidence sur le propos du contenu de notre opinion à nous. J'aimerais aussi en profiter pour rappeler à tous ceux qui appellent aux lignes ouvertes qu'il est important de toujours bâcher sur les autres sports que le hockey. De toute façon, c'est pas comme si on savait c'est quoi les autres sports. J'ai bien trop de choses à dire sur le Canadien avant de parler d'autres affaires, là. D'ailleurs, en parlant du Canadien, il va falloir nous entendre sur les prochains trucs qu'on va vouloir chialer dessus pendant le prochain mois. Ah, j'aimerais bien parler du jeu de Drouin. Oh, ça fait 5 mois qu'on en parle. Ah, bien que le jeu de Drouin soit digne d'être... Il joue? Ah, attends un peu, là. Drouin. 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 Ah, il joue, mais ouais, sur le banc. Ah, il serait peut-être temps de passer à un autre appel. Quoi? On est sur appel? C'est qui le prochain en nom? Non, Sylvain, on n'est pas en ligne ouverte. Ben, il y a les joueurs autonomes qui s'en viennent. On pourrait partir des rumeurs sur les possibles joueurs qui pourraient venir à Montréal. On pourrait aller chercher des joueurs, de bons joueurs comme O'Reilly, Tatar, Tatonov, Pacioretty et Bergeron. Hein? Bergeron voudrait venir finir sa carrière à Montréal? En plus, c'est un Québécois, pis ben, c'est un Québécois. Puis il connaît Ken Hughes en plus. C'est un done deal, c'est sûr. OK, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu plus que le hockey d'aujourd'hui est pas comme dans le temps, mais qu'il devrait jouer comme dans le temps parce que dans le temps, on était bon et là, on n'est plus bon. C'est décidé. Bergeron à Montréal et ramener des exemples du passé qui s'appliquent plus à aujourd'hui. Autre point à la réunion, l'adhésion du premier membre féminin, Karen Soucy. Ben là, elle va pas juger tout ce qu'on veut dire. Ouais, il va falloir retenir nos pets. Ah ben non, quand même pas. Mes frères, si elle veut venir dans la confrérie, elle doit être consciente qu'on lâche les caisses ici et là. Ça le tenu. J'ai rien contre les femmes, là. Mais elle connaît tout ça, moi, le hockey. Hey, je suppose. Sinon, je comprends pas pourquoi elle voudrait se joindre à notre confrérie. Puis pour avoir plus de reach, tu sais, du reach, faut intégrer le plus de monde possible. Bon, tu vois, tu veux faire exactement le genre de niaiserie que je suis qu'on dénonce. On peut plus rien dire. Tout passe sur l'Internet. Oui, mais l'équipe canadienne est pas pire. Je demande une nouvelle élection pour le poste de maître. Je connais ça, moi, les affaires. Hey, le gars de mouvement, il y a le micro. Ah oui, c'est Guillaume de Match Nul! C'est Louis qui a répondu à nos prières! Ah, mon Dieu, c'est ce style-là qui écoute le podcast. Bon, OK. Bon, ben, c'est tout pour l'épisode 95 de Match Nul, hein? On va essayer de faire le mois prochain, on a un épisode un peu plus normal, hein? On espère que vous avez quand même apprécié. Merci à Simon Tremblay d'avoir fait des voix. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Match Nul! Hey, lâchez-moi. De toute façon, je connais autant le sport que les mondes que vous appelez des ligues ouvertes.